Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne. J'espère également que les préparatifs se passent bien pour l'examen à venir. Je souhaitais juste vous remercier de vous être abonné massivement à ma chaîne parce que là nous venons d'atteindre la barre de 1000 abonnés. Merci une fois de plus, ça prouve que le travail qu'on fait est plus ou moins important. Et pour vous remercier, j'ai donc décidé de partager avec vous un cas clinique type EVC. Donc, je vais premièrement commencer par l'énoncer et à la fin, je proposerai ma solution de ce cas clinique. Vous pouvez donc avec moi essayer de réfléchir, mettez la vidéo sur pause et proposer des réponses que vous pourrez donc comparer à la fin de la vidéo par rapport à ce que moi j'ai suggéré. Donc, tout de suite, il s'agit d'un cas clinique concernant un homme de 82 ans qui vit à domicile, qui est hospitalisé en début du mois de mai pour une altération d'état général apparue 72 heures avant par une toux productive et une fièvre. Dans ses antécédents, on retrouve un diabète non insulinodépendant traité par sulfamide hypoglycémiante, une AOMI de stade 2 sous cardégique 75 mg, une BPCO non traitée et une arthrose avec des troubles de la marche traités par des antalgiques au besoin. L'examen clinique permet de retrouver une température à 38 degrés 5, une fréquence respiratoire à 24 cycles par minute, une pression artérielle à 120 sur 60 mm de mercure, un pouls à 100 battements par minute et des râles crépitants à la base droite. Une asthénie physique importante, une bouche sèche, un poids à 57 kg pour une taille d'1,70 m. Sur le plan biologique, on retrouve un hématocrite à 47%, une natrémie à 165 mmol par litre, un potassium à 4,5 mmol par litre, une créatininémie à 160 micromol par litre, une urée à 20 mmol par litre, une glycémie à 17 mmol par litre, des leucocytes à 21 000 à prédominance polynucléaire neutrophile et une albumine à 25 grammes par litre. Première question les amis, mettez sur pause, proposez votre réponse. Quel est le diagnostic principal qui peut expliquer l'état de ce patient et justifier votre réponse? Deuxième question, quels sont les diagnostics associés et justifiez votre réponse? Troisièmement, quels sont les examens complémentaires qui sont nécessaires pour confirmer le diagnostic, mais aussi de juger de sa sévérité? Et cinquièmement, il n'y a pas de signe de gravité retrouvé. Quelle est votre prise en charge thérapeutique pour les 24 premières heures? Ensuite, quelle vaccination préconisez-vous pour ce patient? Et enfin, chez ce patient diabétique, quel suivi proposez-vous en dehors de l'examen clinique? Prenez 2-3 minutes et répondez aux questions avant que je puisse proposer une solution. Alors, les amis, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, l'une des clés pour réussir à l'examen, c'est justement une bonne méthodologie de travail et de réponse aux questions. De travail, pourquoi? Parce que je pense qu'il faut commencer toujours à résoudre le sujet qui vous paraît le plus abordable et enfin aller vers les sujets les plus difficiles. En même temps, vous devez vous mettre à l'idée que pour chaque sujet, vous avez environ 15 à 20 minutes pour résoudre le sujet. Donc, si vous avez tout un examen avec 5 ou 6 items, il faut donc accorder plus d'importance déjà au sujet le plus abordable et pour pouvoir donc économiser le maximum de temps et emmagasiner également le maximum de points. Ensuite, deuxième astuce, il faut savoir lire l'énoncé en retirant déjà les éléments clés de cet énoncé et où le correcteur est en train de nous emmener. Donc, on va commencer avec la première question.
quel est le diagnostic? Donc, si vous lisez bien l'énoncé, vous vous rendez compte que la question est formulée au singulier. Quel est le diagnostic qui permet donc d'expliquer l'état du patient? Il y a un seul diagnostic à évoquer à ce moment de l'examen parce que on se rend bien compte que dans l'énoncé, il y a plusieurs perturbations qui ont été mises en avant, mais il ne faut pas tout dire d'emblée. Donc, pour répondre à la première question, il s'agit donc d'une pneumopathie aiguë communautaire basale droite. Soyez le plus précis possible, les amis, pour pouvoir récupérer le maximum de points. Ensuite, on nous dit de justifier notre réponse. Quels sont les arguments en faveur d'une pneumopathie aiguë communautaire de la base droite? D'abord, on dit une pneumopathie parce qu'il y a une toux productive, une fièvre, des râles crépitants à la base droite. Pourquoi aiguë? Parce que l'évolution se fait, ici il est précisé, c'est en 3 jours. Pourquoi communautaire? Parce qu'il y a ici dans l'énoncé pas de notion d'une hospitalisation récente, du moins dans les 24-48 heures, avec le début des signes chez ce patient qui vit à domicile. Donc il n'était pas à l'hôpital. Voilà, c'est une pneumopathie communautaire. Deuxième question, quels sont les diagnostics associés? Donc, si vous revoyez l'énoncé, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de perturbations, notamment une déshydratation globale, donc intra- et extracellulaire, une insuffisance rénale aiguë qui est plutôt d'allure fonctionnelle, une décompensation hyperglycémique du diabète et enfin une dénutrition sévère. Bon, justificatif, premièrement, déshydratation globale. Pourquoi déshydratation globale, c'est-à-dire intracellulaire? Parce que nous avons une hypernatrémie à 165 mmol par litre et une bouche sèche cliniquement. Une déshydratation extracellulaire parce qu'il y a asthénie physique et tachycardie. Associé à cela, sur le plan biologique, il y a une hématocrite qui est à 47%, donc c'est un signe d'hémoconcentration et donc de déshydratation extracellulaire. Ensuite, nous avons l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Pourquoi insuffisance rénale aiguë fonctionnelle? Eh bien parce que nous avons insuffisance rénale, nous avons une créatininémie qui est à 160 micromoles par litre, une urée qui est à 20 millimoles par litre. Pour dire d'une telle insuffisance rénale aiguë qu'elle est fonctionnelle, il faut donc, ici avec les données que nous avons, faire le rapport urée sur créatininémie, tout en sachant que ce rapport doit être mesuré en micromoles par litre. Donc ici, l'urée est donnée en millimoles par litre, c'est-à-dire 20 millimoles par litre. Lorsqu'on le convertit, on trouve 20 000 micromoles par litre. Donc en divisant avec la créatininémie qui est de 160 micromoles par litre, on trouve 125, ce qui donc nous permet de dire aisément qu'il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Donc une astuce, il faut toujours savoir convertir les unités parce que toutes les unités ne sont pas forcément données dans les mêmes items. Ensuite, nous avons la décompensation hyperglycémique du diabète. Donc là, nous avons une glycémie à 17 millimoles par litre. Si vous n'êtes pas justement à l'aise avec cette unité, il faut donc la convertir en grammes par litre pour avoir une idée de la glycémie. Donc, pour convertir assez rapidement les millimoles par litre en grammes par litre, comme vous n'avez pas de calculatrice, la façon la plus simple, c'est de multiplier donc votre résultat par 2 et ensuite le diviser par 10. Ici, nous avons 17 millimoles par litre, ce qui correspond à environ 3,4 grammes par litre. Chez un patient diabétique, c'est vraiment une décompensation hyperglycémique. Ensuite, troisième, je pense quatrième élément du diagnostic, c'est la dénutrition sévère. Une fois de plus, ici, nous avons cliniquement une dénutrition parce que nous avons un indice de masse corporelle. Il faut mesurer, il faut plutôt calculer. Il faut connaître la formule sur le poids sur la taille au carré. Donc ici, on se retrouve avec 57 sur la taille au carré, 2,89, ce qui fait environ 19,72. Donc, par définition, nous avons une dénutrition lorsque nous avons un indice de masse corporelle qui est inférieur à 22 et une dénutrition sévère lorsque nous avons un indice de masse corporelle inférieur à 20. Donc ici,
c'est bien, il s'agit bel et bien d'une dénutrition sévère. Mais d'autre part, nous avons sur le plan biologique une albumine à 25 grammes par litre, ce qui rentre encore plus dans la définition d'une dénutrition sévère avec une albuminémie qui est inférieure à 30 grammes par litre. Ensuite, donc là, il s'agissait des diagnostics associés. Et là, on nous pose la question de savoir au petit 3 quels sont les examens complémentaires qu'il faut pour confirmer le diagnostic et juger de la sévérité. Alors, l'élément essentiel pour le diagnostic positif d'une pneumopathie, c'est une radiographie standard des poumons. Radiographie des poumons, ça permet donc de retrouver un syndrome de condensation pulmonaire qui est bien systématisé dans les PAC. Ensuite, quels éléments sont nécessaires pour juger de la sévérité de cette pneumopathie? La première, je pense le premier élément, c'est toujours la radiographie parce que quand on a une radiographie pulmonaire, on peut donc déjà évaluer l'étendue des lésions. Quand on a une atteinte bilatérale ou plus de 2 lobes, ça reste donc un critère de sévérité d'une pneumopathie. Et troisièmement, vous avez des examens biologiques. Et moi, j'aimerais simplement vous donner une petite astuce pour les critères de sévérité justement de toute infection, que ce soit pneumopathie ou infection urinaire ou peu importe, il faut plutôt être systématique. Il y a un score qui existe pour évaluer les états septiques graves, c'est le score du SOFA, dans lequel score on va évaluer, on va donc rechercher une thrombopénie, donc avec une numération formule sanguine. On va rechercher une défaillance hépatique avec le dosage de l'albumine. On va rechercher une défaillance rénale avec le dosage de la créatinine. Donc, vous avez tous ces 3 éléments. Maintenant, ici, nous sommes devant une pneumopathie, donc une atteinte respiratoire. Il faut faire les gaz du sang pour rechercher une hypoxémie. Donc, lorsque nous sommes devant une pneumopathie avec hypoxémie, c'est un critère de gravité ou de sévérité. Ensuite, la question suivante, c'est concernant la prise en charge. Donc, comme je disais tantôt qu'il faut toujours prêter une attention particulière à l'énoncé et comment sont formulées les questions. Ici, il s'agit d'une question sur la prise en charge et non pas sur le traitement. Donc, d'entrée de jeu, quand on répond à une question concernant la prise en charge, il faut bien préciser sur, en plus, chez ce patient qui est plutôt 82 ans, personne âgée, une prise en charge qui doit être globale. Ensuite, il faut préciser où le patient doit être pris en charge. Est-ce que c'est une prise en charge qui doit se faire en ambulatoire ou en hospitalisation? Si c'est en hospitalisation, il faut également préciser dans quel genre de service. Est-ce dans un service de médecine conventionnelle ou dans un service de soins intensifs ou de réanimation? Très important, ça permet de gagner quelques points les amis. Ici, la particularité, enfin, on nous a déjà précisé dans l'énoncé que le patient était hospitalisé. Donc, point n'est besoin de répondre à cet item. On passe tout de suite à l'élément le plus important dans la prise en charge de ce patient, c'est une infection. Donc, il faut préciser que ce patient doit recevoir des antibiotiques dans les 4 heures suivant le diagnostic. C'est très important de préciser ces petits éléments. Juste à titre d'exemple pour les méningites par exemple, il faut préciser que vous devez mettre une antibiothérapie dans l'heure qui suit votre suspicion du diagnostic. Donc si vous ne précisez pas ça, quelques points peuvent déjà sauter. Alors, donc chez nous ici, ce patient a dit antibiothérapie dans les 4 heures qui suivent notre diagnostic. Et quel antibiotique prescrire? Alors, pour les pneumopathies aiguës communautaires non graves, si le patient doit être en ambulatoire, normalement c'est juste de l'amoxicilline. Et hop, c'est parti. Par contre, ici nous avons un sujet âgé avec des comorbidités. Il faut donc de l'amoxicilline acide clavulanique ou alors de la céfotaxime ou de la ceftriaxone et enfin la lévofloxacine. Donc vous avez le choix de choisir justement entre toutes ces 4 molécules. En tout cas, moi je vais premièrement pour amoxicilline acide clavulanique 1 gramme 3 fois par jour pendant 7 jours. Enfin, nous avons des antipyrétiques. Le patient, il a 82 ans, il fait de la fièvre à 38,5. Il peut donc faire une confusion sur sa fièvre et donc il faut mettre des antipyrétiques de type paracétamol ou perfalgan si vous voulez, 1 gramme 3 fois par jour
Ensuite, vous avez la déshydratation, donc il faut prendre en charge les diagnostics associés. Ici, la déshydratation, donc il faut faire une réhydratation. Élément très important, les amis, il faut toujours lire entre les lignes. Ici, vous avez vu que dans l'énoncé, le patient il est diabétique. Il a une déshydratation intracellulaire avec une hypernatrémie à 165. Il faut bien choisir le soluté de remplissage. Ici, donc, on ne peut pas le remplir avec un sérum physiologique, genre du NaCl, parce qu'il y a déjà une hypernatrémie. On ne peut pas le remplir avec du sérum glucosé, parce que c'est un patient diabétique qui a décompensé son diabète. Il faut donc savoir quelle soluté choisir. Et moi, je vous dis simplement qu'il faut prendre, dans ce genre de situation, un sérum glucosé hypotonique à 2,5%. Voilà, ensuite, normalement, il faut mettre un petit protocole, mais bon, on ne va pas vraiment rentrer dans les détails, mais on peut dire simplement qu'on peut prescrire 1500 millilitres de notre sérum hypotonique sur les 24 premières heures et réévaluer progressivement, enfin, progressivement, oui, exactement. Donc, autre élément de la prise en charge, il s'agit de la dénutrition. Le patient a une dénutrition, on ne va pas vraiment rentrer dans les détails, mais au moins préciser qu'il faut une prise en charge multidisciplinaire qui doit associer le diététicien, le gériatre, parce que voilà, c'est une personne âgée, il faut faire attention à quoi lui donner. Autre élément de la prise en charge, c'est la prévention de la maladie thromboembolique. Ça peut passer par une mobilisation active qui doit être précoce, mais aussi par de l'énoxaparine à dose préventive. Alors, autre élément de la prise en charge, les amis, n'oubliez pas, vous êtes devant un patient diabétique qui décompense son diabète, mais surtout qui a un syndrome infectieux. On ne peut pas continuer à lui donner ces médicaments, ces ADO, donc les antidiabétiques oraux. Il faut les arrêter et remplacer par de l'insuline. Il faut donc mettre en place un protocole insuline rapide en sous-cutané. Alors, on va donc progressivement aller vers la fin de ce cas clinique. L'autre question concernait la vaccination. Alors, quel vaccin préconisez-vous chez ces patients? Donc, je pense que cette question veut faire plus allusion en fait au fait que le patient est BPCO. Il faut donc savoir quel vaccin vous devez prescrire à un patient BPCO. Et voilà, rapidement, il s'agit simplement du vaccin antipneumococcique et le vaccin antigrippal. Dernière question, chez ce patient diabétique, quel suivi proposez-vous en dehors de l'examen clinique? Donc, pour tout médecin généraliste, vous devez être en mesure de suivre un patient diabétique et donc de faire l'examen clinique, comme ils ont dit, à un rythme plus ou moins régulier, soit vous le voyez tous les 3 mois ou tous les 6 mois en fonction de son équilibre glycémique. Sur le plan paraclinique, ce qu'on nous demande ici, c'est donc de faire normalement une hémoglobine glyquée 2 fois par année, plus ou moins, de faire un bilan lipidique 1 fois par année. Donc ici, il s'agit de dépister les complications du diabète, vous avez compris. Donc bilan lipidique 1 fois par année, hémoglobine glyquée 2 fois par année, faire un fond d'œil 1 fois tous les 2 ans, dépister les complications au niveau rénal, donc avec une créatinine et une bonne quête urinaire 1 fois par année. Et enfin, un électrocardiogramme au moins 1 fois par année. Voilà les amis, j'espère que ce cas clinique a été intéressant pour vous. N'hésitez pas de discuter dans les commentaires, poser les questions si vous avez quelques soucis concernant certains items de la prise en charge. Merci encore d'être là et à la prochaine.